Bienvenue sur Tsunami IA, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mes assistants IA Josh et Juniper, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changements technologiques. Si vous aussi vous avez le sentiment que l'IA est un changement majeur sur lequel il faut réfléchir et s'informer, ce podcast est fait pour vous. Nous explorons, nous décryptons et surtout nous essayons de surfer sur cette immense vague de transformation que l'IA apporte à notre société. Durant chaque épisode, nous plongerons dans des sujets d'actualité, nous discuterons parfois avec des experts pour vous donner les outils nécessaires pour embrasser cette révolution. Est-ce que vous êtes prêts à plonger avec moi ? Alors cette semaine, on parle de Microsoft qui est en train de relancer une centrale nucléaire juste pour ses data centers dédiés à l'intelligence artificielle, et on parle d'une loi californienne qui va avoir un très gros impact a priori. Mais avant de commencer cette partie actualité, je voulais juste vous faire un petit retour sur le format des épisodes. Je pense à transformer un petit peu le format et à essayer de faire des épisodes de moins de 30 minutes quand je fais les épisodes seuls, sauf si j'ai vraiment un sujet hyper intéressant à vous proposer où je peux aller vraiment en profondeur et où j'ai peut-être du coup pris un peu plus le temps de faire une étude sur ce sujet. Mais sinon, faire des épisodes un peu plus longs uniquement que quand j'ai des invités. C'est un retour que j'ai eu de la part de plusieurs auditeurs que je remercie, et donc du coup je suis en train de me dire que ce serait peut-être plus simple de faire juste une partie actualité, comme ça vous permet d'avoir les actus sur l'intelligence artificielle de façon un petit peu condensée, et derrière faire des épisodes un peu différents quand j'ai des sujets un peu intéressants à vous amener. Donc j'aimerais bien avoir vos retours sur ce sujet-là. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas, ce côté juste actu ciblé sur l'IA? J'aimerais vraiment avoir des retours là-dessus pour savoir si c'est le plus pertinent ou pas, donc n'hésitez pas à me faire vos retours comme d'habitude sur le compte Instagram tsunam-ia ou sur directement non, c'est d'ailleurs le seul moyen, je pense, c'est le moyen le plus simple en tout cas, sinon sur YouTube, mais voilà, avec le décalage qu'il y a sur l'ajout des vidéos sur YouTube, je pense que ce sera plus pertinent de me faire un retour directement sur le compte Instagram. Mais sans plus tarder, on va commencer avec cette section news, donc avec une première news qui concerne Amazon qui lance le projet Amelia. Donc le projet Amelia, c'est quoi ? C'est un assistant d'intelligence artificielle qui est à destination des vendeurs, qui pour l'instant est accessible uniquement aux États-Unis mais qui devrait arriver dans le reste du monde par la suite. Et donc le but, c'est que cet assistant puisse aider les vendeurs, notamment leur donnant des chiffres clés sur leur business, savoir combien ils ont vendu d'objets, qu'est-ce qui est intéressant ou pas dans leur vente en ce moment, s'il y a des objets qui se vendent mieux que d'autres ou voilà, ce genre de choses-là, avec même à terme un objectif de les aider sur aussi la partie SAV, en peut-être directement en faisant des requêtes à Amazon quand il y a des problèmes de retour ou autre, et en essayant d'aider le plus possible les vendeurs là-dessus. Et je pense qu'Amazon, c'est assez intelligent ce qu'ils font, puisque forcément ils ont cette capacité avec le modèle AWS. Donc AWS, c'est la partie data center d'Amazon, c'est un de leurs très gros business, en tout cas un des business qui leur apporte énormément d'argent. Donc c'est tous les serveurs qui vous permettent, qui mettent à disposition des grandes entreprises et qui leur ramènent pas mal de revenus. Et donc avec ce modèle-là, ils avaient entre guillemets un avantage compétitif pour se lancer dans la course à l'intelligence artificielle, et c'est ce qu'ils ont fait. Et je pense que ils essaient d'intégrer maintenant toutes ces outils, ces nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle dans leur business de vente de e-commerce, là où ils sont vraiment les leaders aujourd'hui, pour justement garder cette longueur d'avance qu'ils ont sur leurs concurrents et essayer d'attirer de plus en plus de vendeurs, les garder le plus captifs possible, puisque forcément quand vous allez avoir tant de nouvelles fonctionnalités via le service Amazon, et puis en plus une visibilité qui est énorme, peut-être qu'après vous n'essaierez pas de créer votre propre site, ou en tout cas de vendre vos objets en dehors de Amazon, même si Amazon vous prend des frais assez élevés. Donc voilà, je pense qu'ils essayent de pérenniser en tout cas pour les futures années à venir leur business sur cette partie-là. Et dans les fonctionnalités qu'ils ont annoncées, ils ont annoncé aussi une nouvelle fonctionnalité qui permet à partir d'une seule photo, de générer de nombreuses photos d'un objet dans un contexte, et aussi des petites vidéos de quelques secondes, de 6 à 8 secondes. Et donc l'idée, c'est que par exemple, si vous prenez en photo une tasse, l'idée c'est que la tasse soit mise dans un contexte où on va voir la tasse par exemple sur une petite table avec un déjeuner à côté, ou posée sur un plan de travail dans une cuisine, et tout ce qui est généré autour, ça c'est généré par intelligence artificielle. Donc l'IA, elle va reconnaître l'objet que vous essayez de vendre, et ensuite elle va l'intégrer, un petit peu comme un Photoshop un peu évolué, dans différents contextes qui font sens pour essayer de mettre l'objet le plus en valeur possible. Reste à voir comment ça va fonctionner, dans les quelques vidéos qu'ils ont montrées pendant leur
plusieurs conférences d'exemples, ça avait l'air assez intéressant. Mais maintenant, il y a un risque, c'est qu'on achète quelque chose basé sur des photos entièrement générées par IA et qu'une fois que ça arrive, on soit très déçu puisque l'objet soit assez différent de ce que l'IA aura généré. Donc il faut vraiment être certain que cette IA génératrice d'images produise des images suffisamment réalistes et surtout suffisamment proches de la réalité, puisque sinon on a un véritable risque d'être déçu. Et sur la partie vidéo, l'idée c'est de faire à peu près la même chose en animant la vidéo de quelques petites secondes. Donc par exemple, je sais pas moi, vous vendez un vase, l'IA va générer des fleurs qui seront directement dans ce vase-là, et peut-être que les fleurs vont bouger un petit peu comme s'il y avait un peu de vent, ce qui va donner un côté un peu plus réaliste à l'image. Dans le but tout simplement de vous faire acheter. Maintenant, voilà, comme je le dis, il risque d'avoir un petit effet où peut-être que entre ce que vous avez vu sur le site et ce qui arrive finalement chez vous, vous risquez d'être assez déçu. Donc je pense qu'il faudra que Amazon fasse assez attention sur cet aspect-là. Ensuite, on a une grosse news du coup qui nous vient de Californie avec le gouverneur de Californie qui a signé des nouvelles lois liées à l'intelligence artificielle. Et donc, parmi ces lois, il y a plusieurs choses assez intéressantes. Il y en a une première sur la partie deepfake à caractère sexuel. Donc, il y a 2 lois qui criminalisent le chantage avec des images de nus générées par IA et obligent les plateformes à permettre aux utilisateurs de signaler ces contenus pour qu'ils soient bloqués et retirés. Donc ça, je pense que ça fait forcément vraiment sens. Maintenant, je suis assez étonné que ce soit pas déjà couvert par des lois qui existent déjà en Californie et aux États-Unis. Mais peut-être qu'en tout cas ça permet de clarifier ce point-là et de s'assurer que c'est une activité qui est illégale. Même si c'était pas clairement dit, maintenant il y a une loi dédiée sur ce sujet-là. Ensuite, la loi suivante vient de la traçabilité des contenus générés par IA, avec une loi qui impose l'ajout de marquages dans les métadonnées des contenus générés par IA afin de faciliter leur identification par le public. Et cette loi, dans l'esprit elle est bien, L'idée c'est de pouvoir facilement reconnaître ce qui a été généré par IA. Mais dans la pratique, je pense que ça va être très 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 compliqué, puisque déjà, le contenu peut être généré par des intelligences artificielles qui ne sont pas touchées par le gouvernement californien. Donc imaginons que quelqu'un ait une intelligence artificielle qui permette de générer des images open source, si les métadonnées derrière, la personne les efface, il n'y a pas vraiment de problème, entre guillemets, si la personne n'est pas en Californie. Donc je sais pas comment ils vont réussir à faire cette séparation entre ce qui est en Californie et ce qui est en dehors de la Californie, puisque Internet n'est pas la Californie. Et d'autre part, il y a du contenu généré par IA qui va être très dur en termes de métadonnées. C'est tout simplement le texte. Si vous créez du texte généré par intelligence artificielle, je vois pas comment vous pouvez facilement avoir des métadonnées. Donc les métadonnées, pour expliquer, c'est des données qui sont rattachées au fichier qu'on utilise. Donc par exemple, si vous avez une image, si cette image elle a été prise par un appareil photo, vous pouvez avoir le nom de l'appareil photo, la date, parfois même les coordonnées GPS, de la localisation de où est-ce que la photo a été prise, un tas d'informations comme ça. Et si c'est par exemple une vidéo, vous allez avoir des choses similaires, mais par contre si c'est du texte, alors si c'est un fichier texte, vous pouvez avoir ce genre d'informations, mais si par contre le texte c'est juste un texte qui a été copié-collé sur une page internet, ça va être très compliqué. Donc voilà, à voir comment ça s'appliquera, mais je pense que ça risque d'être un très gros challenge pour les différentes entreprises d'appliquer ce genre de choses-là, même si on a vraiment besoin d'un système de traçabilité pour pouvoir détecter ce qui est généré par IA de ce qui n'est pas généré par une IA. Ensuite, justement, la prochaine loi concerne les deepfakes en période électorale, avec un renforcement de la lutte contre les deepfakes pouvant influencer les élections. Les plateformes doivent maintenant signaler ou supprimer ces contenus, et toute publicité politique générée par IA doit inclure une divulgation explicite, c'est-à-dire que si on génère du contenu avec une IA lié à la politique, ça doit être clairement expliqué, clairement dit. Faut pas que ce soit quelque chose qui soit qui puisse être qu'on puisse confondre. En tout cas, faut vraiment que ce soit clair. Ensuite, une dernière loi qui concerne les répliques d'acteurs, avec une interdiction auprès des studios de créer des répliques d'acteurs sans leur consentement, ce qui fait sens, voilà, il y a quand même des droits à l'image, et une protection aussi des droits des acteurs décédés, en exigeant l'autorisation de leur succession avant de générer des acteurs avec ce genre d'intelligence artificielle. Et donc sur ce sujet-là justement, on a Elon Musk qui a reposté un deepfake de Kamala Harris, et donc ce deepfake, typiquement là il rentre dans cette loi et donc dans cette interdiction. Donc il va y avoir, je pense, une confrontation du coup avec Elon Musk et probablement la législation californienne, puisque clairement il a pas l'air de respecter ou de vouloir respecter cette loi, puisqu'il y a eu pas mal d'échanges sur Twitter sur ce sujet-là, et a priori il est resté dans cette confrontation.
avec cette loi du gouverneur californien, donc il y a une véritable confrontation en ce moment entre Elon Musk et le gouverneur sur ce sujet, et on verra un petit peu comment tout cela évoluera, puisque a priori pour l'instant il n'a pas l'air de vouloir respecter cette dernière, mais encore une fois je sais pas aussi à quel point l'application de la loi peut s'étendre, hein, puisque ça reste un État qui fait une loi, donc Internet c'est quelque chose qui n'a pas vraiment de frontières, donc je sais pas comment ils vont pouvoir appliquer cette loi concrètement. Ensuite, la prochaine news concerne Microsoft qui a signé un accord majeur avec Constellation Energy pour relancer la centrale nucléaire en Pennsylvanie qui a été fermée depuis 2019 afin d'alimenter ses centres de données dédiés à l'intelligence artificielle. Cette centrale elle avait été fermée en 2019 en raison de la concurrence des énergies moins coûteuses. Et maintenant, Constellation prévoit d'investir 1,6 milliard de dollars pour redémarrer le réacteur. Microsoft s'engage à acheter toute l'énergie produite pendant 20 ans avec une capacité de 835 MW. Face aux besoins croissants en énergie pour l'IA, Microsoft ainsi qu'Amazon et Alphabet se tournent vers l'énergie nucléaire pour atteindre leurs objectifs en matière d'énergie verte. Toutefois, Microsoft a récemment admis que sa course à l'IA compromet ses ambitions écologiques pour 2030, puisque tout comme Apple, Microsoft a pour objectif de vraiment réduire ses émissions de carbone d'ici 2030. Alors je sais pas s'ils visent d'être neutre d'un point de vue émissions de carbone tout comme Apple, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet, hein. L'énergie nucléaire c'est une énergie qui est décarbonée, il y a très peu d'émissions de carbone liées à cette énergie là, et si les grands acteurs de la tech veulent pouvoir atteindre leurs objectifs en matière d'écologie, ils vont vraiment avoir besoin de trouver des solutions. Et l'avantage de l'énergie nucléaire, c'est que c'est une énergie qu'on peut facilement contrôler, on peut se contrôler la puissance dont on a besoin. Donc ça peut très bien s'adapter aussi à l'utilisation d'un data center où on peut plus ou moins augmenter ou réduire la puissance en fonction des calculs et des besoins de calcul qu'on peut avoir besoin dans ce data center. Donc je pense que ça fait vraiment sens et je pense que c'est une très bonne solution aujourd'hui, l'énergie nucléaire, pour justement pallier à cette augmentation d'énergie qu'on va avoir liée à tous ces usages de l'intelligence artificielle, même si la dernière fois quand j'avais fait un épisode dédié sur le sujet, et peut-être que ça pourrait être intéressant d'en refaire un en allant essayer de chercher des informations plus ou moins à jour. La consommation des data centers aujourd'hui liée à l'intelligence artificielle, elle est en augmentation, mais elle reste très petite face à la consommation générale des data centers, elle reste encore plus petite face à la consommation générale d'électricité dans le monde. On parle de quelque chose où c'est quelques, je crois que c'était 1 ou 2% de la consommation mondiale, donc voilà, c'est pas forcément non plus la plus grosse consommation aujourd'hui en électricité, et si on parle uniquement de la consommation, si on augmente même à la consommation d'énergie dans son ensemble, en comprenant tous les types d'énergie, c'est encore plus petit, mais ça reste quand même des consommations qui sont en augmentation, qui sont très importantes, donc il y a quand même un vrai sujet là-dessus, et donc voilà, ce serait peut-être intéressant il faudrait que je vois si j'arrive pas à trouver un invité qui est un peu calé sur le sujet. Je pense que ça pourrait être très très intéressant de discuter de ce sujet-là. Sinon, sur la prochaine news, on va parler du studio Lionsgate, qui est célèbre notamment pour ses franchises Hunger Games et John Wick, et en fait le studio il a conclu un partenariat avec la startup Runway, donc Runway qui est très connu pour sa génération de vidéos, qui est un outil qui est assez performant, qui permet de générer notamment des vidéos où on choisit des morceaux de la vidéo qu'on veut animer avec l'intelligence artificielle, et donc ils ont fait ce partenariat pour utiliser les films donc du studio et les séries pour la création d'un modèle d'IA générative. Ce modèle personnalisé vise à aider les réalisateurs et autres créatifs à améliorer et compléter leur travail en pré- et post-production. Donc je sais pas si c'est quelque chose qui sera utilisé par les studios de Lionsgate pour leurs prochains films ou séries, ou si c'est quelque chose qui sera mis à disposition des utilisateurs de Runway avec peut-être un abonnement dédié ou autre pour avoir je sais pas moi, une partie des acteurs ou des séries disponibles dans le modèle de Runway. Donc je sais pas exactement comment tout ça débouchera, mais c'est intéressant de voir que voilà, les startups qui sont dans la génération de vidéos sont en train de travailler avec les studios de plus en plus, en tout cas avec certains gros studios, puisque je pense qu'il y a vraiment une véritable révolution qui s'opère sur la création de médias, et que les intelligences artificielles vont vraiment avoir un impact très 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 important sur l'industrie du cinéma et l'industrie du divertissement en général. Et voilà, on commence à voir ce premier genre de choses apparaître, et je pense que c'est des choses qu'on va voir de plus en plus. Et voilà, à voir si justement Lionsgate fait le bon mouvement entre guillemets en commençant ce partenariat le plus tôt possible, contrairement à d'autres studios. La prochaine news ensuite concerne LinkedIn, qui a utilisé des données de ses utilisateurs pour entraîner des modèles d'IA, notamment pour des suggestions de rédaction et des recommandations, sans mettre à jour ses conditions d'utilisation au préalable. Alors je vous rassure, si vous êtes en Europe, vous n'êtes pas concerné, ils ont fait ça uniquement pour les utilisateurs aux États-Unis.
Mais voilà, le problème qui s'est passé, c'est qu'ils ont commencé à faire la collecte des données avant de mettre à jour leurs conditions d'utilisation, et forcément en plus de base vous êtes directement inscrit pour partager vos données, et il faut aller sélectionner dans les réglages le fait de ne pas vouloir avoir vos données d'utiliser, et forcément vu qu'ils ont commencé la collecte avant de faire une mise à jour de leurs conditions, les données qui sont commencées à collecter, elles ont été collectées, donc tant pis pour vous, entre guillemets, vos données avaient déjà été récupérées par LinkedIn. Et là-dessus, moi je suis pas vraiment étonné. À chaque fois on l'explique, l'intelligence artificielle c'est avoir une puissance de calcul et aussi avoir énormément de données de bonne qualité, et LinkedIn c'est un site qui est un petit peu assis sur une mine d'or en matière de données et surtout de données professionnelles, et donc forcément s'ils veulent garder un avantage compétitif, ils ont intérêt à utiliser ces données là. Donc là ils l'ont fait de façon assez maladroite, mais on se rend compte que c'est souvent le cas avec les entreprises de la tech. Elles ont souvent tendance à aller rapidement et à rapidement utiliser les données dont elles disposent, même si elles n'ont pas forcément tout à fait le droit de le faire. On l'a vu notamment avec pas mal de modèles qui avaient été entraînés sur des vidéos YouTube sans forcément demander le droit à Google. Donc là on a un petit peu la même chose, LinkedIn qui utilise les données de ses utilisateurs sans forcément leur demander au préalable, et puis derrière en essayant de corriger un petit peu le problème à la va-vite en mettant à jour leurs conditions d'utilisation. Ensuite, on a une news qui concerne YouTube, qui lors de son événement Made on YouTube de septembre, a annoncé l'intégration de VO. Donc VO c'est leur modèle de génération d'IA, de jeux vidéo par IA, et ce modèle il va être intégré du coup dans YouTube Short, et VO il va permettre aux créateurs de générer des arrière-plans de haute qualité et des clips de 6 secondes. Ce modèle, concurrent des outils IA de vidéo comme Sora d'OpenAI, offre des clips en haute définition dans différents styles cinématographiques, et VO il améliore la fonction Dream Screen qui permettrait de générer les arrière-plans via des textes. En introduisant des clips vidéo autonomes, les créateurs peuvent désormais sélectionner des images générées par IA et les transformer en vidéo, facilitant les transitions dans leur contenu. Donc on verra un petit peu comment tout ça arrivera concrètement. J'ai pas encore eu l'occasion de voir à quoi ça va ressembler. En tout cas, cette fonctionnalité, quand elle va arriver plus tard dans l'année, elle sera taguée avec le symbole qui explique que ça a été généré par IA, pour que ce soit clairement du contenu où on sache qu'il était généré par une intelligence artificielle. De l'autre côté, on a Snap qui, pareil, est en train de travailler. Donc c'est la société mère de Snapchat qui a dévoilé lors de son Snap Partner Summit 2024 une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Easy Lens, qui permet aux créateurs de générer des lens en réalité augmentée. Donc les lens c'est les filtres en fait de Snapchat, et la réalité augmentée c'est le fait que quand vous filmez quelque chose, le filtre s'applique directement par-dessus ce qu'il est en train de filmer. Et l'idée justement c'est que vous puissiez directement avec du texte décrire ce que vous souhaitez, et que derrière le filtre génère ce que vous souhaitez. Donc je sais pas moi, si vous imaginez une tête de chien, qu'il génère la tête de chien et que vous puissiez lui préciser des informations spécifiques, je sais pas moi, la couleur du chien ou autre, et que l'idée c'est que vous puissiez faire ça avec des objets complexes, même des objets 3D, et avec des effets assez impressionnants en tout cas sur les démonstrations qu'ils ont pu montrer. Et ils ont aussi introduit un autre outil qui vous permet de créer des personnages et des costumes 3D à partir de descriptions textuelles. Donc pareil, vous lui donnez une description et vous pouvez carrément créer là un personnage en 3D complètement. Donc voilà, je pense que l'idée c'est d'animer un petit peu ce réseau social grâce à l'intelligence artificielle. Ils avaient déjà fait des bots, entre guillemets, des chatbots avec lesquels on pouvait discuter. Et donc ils sont en train de continuer sur cette lancée pour justement continuer à essayer de rendre le réseau attractif, puisque ils ont eu des résultats financiers un petit peu décevants cette année. Donc ils sont en train d'essayer de miser de plus en plus sur l'intelligence artificielle pour apporter des nouvelles fonctionnalités et pour essayer de stimuler la croissance de leurs créateurs. Ensuite, on a une news de Google qui prévoit d'ajouter des avertissements dans sa fonction de recherche pour indiquer quelles images ont été créées ou modifiées par des outils d'IA. Ces modifications qui apparaîtront dans la section à propos de cette image sur Google Search, Google Lens ou l'outil Circle de Search d'Android seront déployés dans les prochains mois. Cette signalisation reposera sur les métadonnées C2PA. Donc C2PA, c'est la Coalition for Content Provenance and Authenticity. On en a parlé pas mal de fois dans le podcast. C'est un standard qui vise à tracer l'origine d'une image et qui est du coup un standard sur lequel Amazon, Google et Adobe par exemple travaillent.
avec pour objectif de pouvoir tracer de la prise de vue jusqu'à la diffusion de l'image, tout ce qui a pu être effectué sur cette image et toutes les modifications qu'il y a pu avoir. Sauf que autant si vous avez ce badge C2PA, ça prouve quand même que voilà, l'image a priori n'a pas été modifiée, ou en tout cas qu'elle a été authentifiée par ces grandes entreprises, donc on peut plus ou moins faire confiance quand même à cette image. Même si voilà, il peut toujours y avoir des problèmes ou si par exemple les certificats qui ont été utilisés par les entreprises sont corrompus ou autres, enfin voilà, en cas d'attaque il peut quand même toujours y avoir un risque, mais en tout cas ça permet quand même d'avoir une très bonne confiance sur cette image là. Par contre à l'inverse, s'il n'y a pas de tag C2PA, on sait pas, ça peut être de l'IA, ça peut ne pas être de l'IA, car on peut très bien facilement effacer toutes les métadonnées d'une photo, et du coup dans ce cas là, l'image devra être analysée. Et il faudra deviner si c'est généré par IA ou pas, donc c'est quand même un problème qui est encore assez compliqué. Ça peut être facile de prouver qu'une image est authentique, par contre dans l'autre sens, prouver qu'une image ne l'est pas, c'est un peu plus compliqué. Ensuite, on a une news qui concerne ARZEDA, qui est une entreprise de biotechnologie fondée en 2009 à Seattle et qui utilise l'IA pour concevoir des protéines et des enzymes avec des applications variées allant des édulcorants naturels aux détergents écologiques. En s'appuyant sur des modèles d'IA combinant des données biophysiques et des techniques génératives, ARZEDA développe des alternatives durables aux produits chimiques traditionnels. Et donc c'est super intéressant, on sait que l'intelligence artificielle elle est assez forte pour justement travailler sur des très gros volumes de données à partir d'éléments qu'on lui donne, et donc la génération de nouvelles protéines, c'est quelque chose qui marche assez bien. C'est utilisé par notamment Google DeepMind pour générer des nouveaux médicaments, et donc là cette société, elle s'est plutôt spécialisée dans la génération de nouveaux produits, et donc leur premier produit c'était un édulcorant naturel par exemple, à base de stevia, pour une marque non divulguée. Et d'autres projets incluent des détergents pour Unilever par exemple et des matériaux biodégradables. Donc c'est hyper intéressant, ça va nous permettre d'avoir des matériaux, je pense, bien plus intéressants en termes de propriété, en termes aussi d'écologique, en termes de pas mal de choses, tout ça en utilisant justement l'intelligence artificielle. Et donc grâce à ces nouvelles fonctionnalités que cette société propose, elle a quand même réussi à faire une levée de fonds de 38 millions de dollars. Et voilà, on verra un petit peu si de nouvelles sociétés avec ce même type d'objectif apparaissent, et si ça nous permet d'avoir accès à des nouveaux produits qui du coup seront peut-être plus écologiques, plus pertinents, plus efficaces pour tout un tas de choses dans la vie du quotidien. Et enfin, la dernière news pour conclure cette section news. C'est une news qui nous vient de OpenAI avec Sam Altman, le PDG d'OpenAI, qui a quitté le comité interne de sécurité et de sûreté de l'entreprise, qui avait été créé en mai 2024 pour superviser les décisions critiques et liées à la sécurité des projets d'OpenAI. Donc c'est un comité qui deviendra un groupe de surveillance indépendant avec des membres comme Adam D'Angelo, le PDG de Quora, et Paul Nakasone, qui est un général retraité de l'armée américaine. Et donc voilà, c'est vrai que c'est plus logique que Sam Altman ne soit pas dans ce comité et que ce comité soit indépendant. Maintenant, est-ce que ce comité va avoir suffisamment de pouvoir sur OpenAI pour justement essayer d'être un peu un contre-pouvoir à Sam Altman, le PDG, quand il prend des décisions, on va dire, un petit peu hâtives qui pourraient être risquées d'un point de vue sécurité, en mettant plutôt en avant l'aspect business de l'entreprise. C'est un petit peu les critiques qu'il y a pu avoir par le passé, et ce qui avait déclenché des départs, notamment avec le départ de Ilya, qui est parti après créer sa propre start-up, SuperSafe, SuperSafe AI, je sais plus exactement le nom exact, qui a pour but du coup d'avoir une génération d'une intelligence artificielle qui elle serait vraiment très bien alignée et très sécurisé. Et donc voilà, en plus de ça, ce comité de surveillance, il a un lien assez proche avec le gouvernement américain, avec le fait qu'il y ait un général qui soit un ancien général qui soit dans le board. Et donc voilà, ça montre aussi que on sait pas exactement comment tout ça va évoluer dans le futur, avec le fait que l'armée américaine est aussi une entrée aussi dans ce comité. Peut-être qu'ils pourront utiliser ce poids-là pour imposer certaines contraintes à OpenAI. On en avait parlé, le fait que OpenAI, par exemple, maintenant est disparu, en tout cas ne soit plus disponible dans certains pays. C'est peut-être aussi des liens qu'il y a avec tout ça. Et voilà, c'était tout pour cette semaine. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire vos retours par commentaire, à me dire si ce format du coup un peu plus court vous plaît ou pas. Et voilà, j'ai aussi fait un format plus court parce que comme vous pouvez l'entendre, j'ai la voix un petit peu cassée, donc c'était un petit peu plus compliqué de toute façon de faire un épisode long pour cette semaine. Donc j'attends vos retours, et puis d'ici là, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao!